Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatouba, la technique, Modou Diop, voici les titres. Ndiassane célèbre ce soir le Gamou version baptême. La cité Khadra a déjà fait le plein pèlerin. Cherfal sera en direct de Ndiassane. Le prix des hydrocarbures pourrait connaître une baisse en 2016, annonce du ministre des Finances Amadou Ba que vous entendrez. Dans les échoppes et les marchés, commerçants et acheteurs constatent une pénurie de sachets plastiques. La loi interdisant les sachets plastiques de faible micronage entre en vigueur ce 4 janvier. Rétrospective 2015 dans ce trésor, les faits marquants dans le domaine de l'environnement, l'interdiction des sachets plastiques de faible micronage, le retrait de la gestion des ordures à l'entente Kadakar et la participation du Sénégal à la COP21. La rétro-environnement sera présentée par François-Xavier Cao. À suivre également dans ce journal les sports avec Abigallo et la revue de presse signée Aaron Adiouf. Bienvenue. Ndiassane célèbre ce soir son Gamou, c'est le Gamou version baptême tenu 7 jours après le Maouloud ou la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui. Nous avons en direct de Ndiassane Cherfal, bonjour. Bonjour Rougiatou. Alors Ndiassane, prêt pour la célébration de Gamou ce soir? Vous l'avez si bien dit que malheureusement de ma position, je ne peux pas vous faire vivre ces rythmes de Tabala et autres évocations à la gloire de Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui, à qui cette nuit, version baptême, est dédiée. Vous savez que la lignée Ahlul Kuntuyou fait partie des descendants du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils ont choisi donc de baptiser la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une semaine après. Ceci donc sous le magistère de son petit-fils, du petit-fils du fondateur de Ndiassane, Elhaji Mambou Mamadou Kounta, l'actuel calife, qui dans ses différents messages prône l'unité, la paix et la concorde. Il a même préconisé ce qu'on appelle une alliance entre toutes les confréries pour aller à l'assaut de ce terrorisme rampant. Donc pour dire que Ndiassane vit dans la ferveur de cette commémoration, une commémoration pas comme les autres. Et en 1803, lorsque Cheikh Bou Mohamed Kounta créa Ndiassane, il voulait que cette bourgade devienne une métropole. Et bien Ndiassane est devenu aujourd'hui une véritable métropole. Et Cheikh Al-Bekaï, 1914-1929, avait également tracé la voie avant de céder le khalifa à son frère Sidi Lamine Kounta, qui lui aussi a vécu pendant 44 ans avant de remettre le flambeau à Elhaji Mamadou Kounta, qui était malade même avant d'accéder au khalifa. Il n'a fait que 6 mois avant de remettre le khalifa à Sidi Yahya Kounta, 1976-1947, et Cheikh Bou Mohamed Kounta, qui porte le même nom que son grand-père, que son père qui a fondé Ndiassane. Eh bien, Cheikh Bou Mohamed Kounta a quitté ce bas monde en 2006, et depuis lors, c'est le règne des petits-fils, Elhaji Mambou Mamadou Kounta, qui donc actuellement est en train de recevoir les différents talibés et autres qui sont venus de la Mauritanie, du Mali et d'un peu partout, d'ailleurs les Maliens, qui ont investi l'espace de Ndiassane avec leur commerce qui va bien, le tout, comme vous savez, avec les Farafara, ainsi de suite. Et tout à l'heure, vers les coups de 16 heures, le chef de l'État sera représenté ici à Ndiassane par une forte délégation gouvernementale. Et à 17h, ce sera la cérémonie officielle, une cérémonie officielle comme de tradition, que vous pouvez suivre en direct sur notre antenne. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la participation, comme toujours, du service public dans l'accompagnement des événements religieux. En attendant, Rougiatou, voilà ce qu'on peut retenir pour le moment. Ndiassane, donc, qui a fini de faire le plein, qui a affiché et aucun incident n'est signalé. La gendarmerie, tout comme les forces de sécurité, veillent au grain. Pour le moment, c'est la discipline. Et les filets sont en train de vaquer à leurs occupations, RAF pour ainsi dire. Merci, cher Fall, en direct de Ndiassane qui célèbre ce soir le Gamou version baptême. Le prix des hydrocarbures pourrait connaître une baisse en 2016. L'annonce est du ministre de l'économie, des finances et du plan. Amadou Ba l'a révélé hier en marge d'une rencontre avec le secteur privé. Amadou Ba est ici au micro de Yolande Ndiaye. C'est une question qui est à l'étude. Nous avons deux problèmes. Nous avons fait quand même quelques gains et quelques économies en 2015, mais la baisse a été très brutale.
la baisse du pétrole. Aujourd'hui, elle tourne autour de moins de $50, mais nous avions déjà anticipé une hausse du $. Et la Réserve fédérale vient de donner raison en augmentant ses taux directeurs en début d'année. Et il est prévu 4 augmentations. Donc aujourd'hui, il faut que l'on puisse savoir combien le dollar va nous coûter. Les services sont en train de travailler là-dessus pour que l'on puisse savoir combien le dollar va coûter, mais il n'est pas exclu. Et le ministère des Finances, en rapport avec le ministère de l'Énergie, travaille très sérieusement sur une révision des prix à la pompe. Amadou Ba, le ministre de l'économie, des finances et du plan, le budget 2016 du Sénégal offre plusieurs opportunités au secteur privé. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministère des Finances et les hommes d'affaires sénégalais. Sur les 3 000 milliards de francs CFA annoncés, plus de 1 500 milliards s'offrent au secteur privé. Sur les 3,22 milliards, 1 781 904 milliards, Plusieurs niches d'opportunités s'offrent donc au secteur privé dans le budget 2016 du Sénégal, selon le directeur général des Finances. Mais le président du Conseil national du patronat de rétorquer, on n'a pas la même compréhension de la notion du secteur privé. Beidi Agne. Quand il s'agit de privé national, toute entreprise installée au Sénégal ou dans notre espace communautaire est considérée comme entreprise nationale. Le privé entend par entreprise nationale une société nationale où le capital est détenu à 51%. De plus, l'État doit quand même se mettre en l'idée que son secteur privé n'est pas en opposition avec son État. Ou qu'un État dit je fais des choses à mon secteur privé, c'est comme s'ils font des cadeaux à leur secteur privé. Mais c'est leur responsabilité. Et le président du CNP d'aller plus loin, c'est à l'État de renforcer son secteur privé. C'est la responsabilité d'un État de faire de sorte que son économie, son bras armé, devienne le plus puissant possible pour non seulement occuper le marché intérieur et pouvoir s'exporter et créer donc plus de valeur, plus de croissance à l'export, plus d'emplois à l'export. C'est le rôle de l'État, ce n'est pas un cadeau fait au secteur privé. Le pays se porte bien. La croissance attendue cette année est de 6,4%. Il faudrait donc que le Sénégal essaie de rester sur cette pente et de faire mieux dans les années à venir, selon le ministre de l'économie, des finances et du plan. Le conseil départemental de Thiès a voté son budget 2016. Il est arrêté à 412 millions de francs CFA. Ce budget reste insuffisant selon le président du conseil, Idrissa Seck, qui affirme que l'acte 3 de la décentralisation risque de lui compliquer la tâche. Bassirou Sylla. D'emblée, le conseil départemental de Thiès s'attend à rencontrer des difficultés dans l'exécution de son budget 2016, arrêté à 412 millions de francs. Ni les fonds de dotation de l'État estimés à 140 millions, ni les fonds d'investissement chiffrés à 59 millions, n'y pourront rien si l'on en croit Idrissa Seck, qui considère que l'acte 3 de la décentralisation va poser des problèmes au conseil. Le président du conseil départemental de Thiès. Le chiffre que vous indiquez révèle toutes les difficultés attachées à l'acte 3 de la décentralisation. Parce que le budget du conseil départemental s'organise autour des recettes que l'État alloue au conseil départemental. Sur le plan du fonctionnement, l'État donne au conseil départemental de Thiès 140 millions de francs CFA. Et ces 140 millions de francs CFA couvrent à peine la masse salariale. Pour trouver des ressources additionnelles, le conseil départemental mise sur le partenariat. Au cours du vote du budget, des préoccupations liées à l'éducation, à la santé et à l'environnement ont été soulevées par des élus. Le conseil départemental de Thiès a en ligne de mire le projet Une commune, un lycée. Il en appelle à la coopération des inspecteurs de l'éducation pour sa réalisation. Bassirou Sylla, Thiès, RTS. L'an 1 de l'acte 3 de la décentralisation a été passé en revue à Kaolack. C'était lors d'un CRD, une rencontre au cours de laquelle un document a été produit. Il sera remis au ministère de la gouvernance locale. Eladj Abdoulaziz Diagne, adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives, est au micro de Ibrahima Diallo. Les constats portent notamment sur des incohérences en matière spatiale, mais également sur l'insuffisance du financement au sein de ces collectivités locales. Le déficit également en ressources humaines a été déploré. Il a été également relevé l'absence de cadre de concertation entre collectivités locales. Cette évaluation a permis de mettre un accent particulier sur des recommandations fortes, notamment en matière de financement innovant pour ne pas limiter
les ressources propres des collectivités locales autour de taxes et impôts, mais mettre un accent particulier sur la coopération décentralisée, mais également sur le recouvrement d'autres types de partenariats, tels que le partenariat public-privé. Il a été également préconisé de renforcer la cohérence territoriale, non seulement autour des collectivités locales, mais également autour de pôles de développement, pour avoir des territoires viables. D'autres collectivités locales sont confrontées à des difficultés d'ordre foncier, telles que la commune de Nioro qui a atteint ses limites territoriales. Et il a été recommandé de développer l'intercommunalité pour amener la commune de Nioro et ses communes voisines, telles que Porokhan ou autres, à avoir donc une gestion beaucoup plus rationnelle des espaces territoriaux. Il a été également recommandé d'avoir beaucoup plus de cohérence entre l'acte 3 et les politiques sectorielles. Ce qui a été constaté notamment dans le secteur de la santé, c'est qu'avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, les lois sur les établissements publics de santé n'ont pas été révisées. Et des dysfonctionnements avaient été notés et l'autorité sanitaire a eu à prendre donc des mesures pour corriger ces dysfonctionnements. Elhadj Abdelaziz Diagne, adjoint au gouverneur de Kaolack chargé des affaires administratives. La loi interdisant l'importation, la production et la distribution de sachets plastiques de faible micronage entre en vigueur le 4 janvier prochain. À quelques jours de son application, une pénurie de sachets plastiques est constatée dans les centres commerciaux. Commerçants et acheteurs demandent la distribution de sachets biodégradables. Le reportage de Djornia Sissé. L'interdiction des sachets plastiques, c'est une décision qui n'est pas saluée par la plupart des populations. L'interdiction des sachets plastiques a créé sa rareté. Utilisons les seaux à la place des sachets qui se gâtent vite. Une loi qui est un véritable casse-tête pour les vendeurs. Parfois, les clients nous demandent d'emballer le produit, qu'on nous donne une autre alternative aux sachets plastiques. Le paquet est passé de 350 à 700 francs. Maintenant, j'utilise du papier. Tous les sachets plastiques devraient être interdits sans distinction. On doit généraliser l'interdiction des sachets plastiques au lieu d'admettre certains types et d'interdire d'autres. L'interdiction des sachets plastiques depuis le 4 janvier passé a suscité beaucoup de polémiques chez les consommateurs malgré les effets nuisibles qu'ils peuvent apporter à l'environnement. Je rappelle que la loi interdisant l'importation, la production et la distribution de sachets plastiques de faible micronage entre en vigueur le 4 janvier prochain. Chaque jour au Sénégal, 5 millions de sachets plastiques extrêmement polluants circulent selon le ministère de l'Environnement. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Les Centrafricains votent aujourd'hui, c'est pour élire leur président et leurs représentants. Des scrutins qui étaient très attendus, ils ont été reportés plusieurs fois. L'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire se poursuit. Depuis le lancement du processus par le chef de l'État en août dernier, le Programme national de cohésion sociale a procédé à l'indemnisation des premières victimes. 200 de ces victimes ou leurs ayants droit ont reçu réparation. L'envoi des soldats africains au Burundi sans le feu vert du pays sera considéré comme une atteinte à sa souveraineté. Ces propos sont du président burundais Pierre Nkurunziza dans sa dernière ou première déclaration publique en réponse à la décision de l'Union africaine d'envoyer une mission de 5000 soldats au Burundi. 13h13, l'e-sport en direct avec Abidjalo, bonjour. Bonjour Yatouba. Le programme de construction des infrastructures sportives va se poursuivre en 2016. Avec les stades régionaux de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou a annoncé ce mardi le ministre des Sports. Ce programme va se poursuivre conformément aux engagements pris à l'issue des conseils des ministres décentralisés pour répondre aux besoins des régions en manque d'infrastructures sportives dignes de ce nom. Le ministre des Sports intervenait au cours d'un atelier de validation de la lettre de politique sectorielle du département des sports. Football, la 7e journée de la Ligue 1 se joue ce week-end. Le samedi à 15h30 au stade Demba Diop Diaraf, 7e reçoit le leader Ndiambour de Louga. À 17h30 NGB Niaretali Sunewor. Au stade de Fodewad à 16h30 Diambar US Gorée. Le dimanche au stade de Amadou Barry à 16h30 GFC Douane à Demba Diop Uzo Ngor et au stade de Caroline Faye à 16h30 le derby Mbouroua Mbour Petite Côte qui reçoit le stade de Mbour
au stade de Mawadouad à 16h30. Linguère Casa Sport. La 7e journée de la Ligue 2 se joue également ce week-end à 15h le samedi. Dakar Sacré-Cœur Duc, 17h Pikine JFC à 16h30 Dara Yego. Et le dimanche à 16h30 Etix Kayor Foot Mbarguet Renaissance. Le lundi 4 janvier sera clôturée la 7e journée de la Ligue 2 à 15h30 pour Tungit FC à 17h30 Asfa Ndarguet. Et puis notez que l'attaquant international sénégalais du Lokomotiv Moscou Baoumar Niasse a été élu meilleur joueur du championnat russe en 2015 par les lecteurs du quotidien sportif russe Soviet Sport. L'attaquant sénégalais de l'US, l'ancien attaquant de l'US Wakam, a remporté 14 826 voix sur les 32 000 votes, auteur de 8 buts et 6 passes décisives cette saison dans le championnat russe. Baoumar Niasse est le premier Sénégalais qui a eu donc à remporter ce prix de sport en Russie. En Angleterre, la 19e journée sera clôturée cet après-midi. Avec un seul match au programme, Liverpool 10e sera sur la pelouse de Sunderland, 19e relégable. Leicester a tenu le choc hier face à Manchester City, 0 but partout. Si ce partage des points leur coûte le fauteuil de leader, les Fox ne sont devancés que par Arsenal, qu'à la différence de but, plus 15 contre plus 12, un maigre déficit synonyme de perspective solide pour une formation de plus en plus consistante. Et puis en Espagne, pour finir la 17e journée, à 15h, Real Madrid 3e reçoit Real Sociedad 14e, Levante Malaga à 17h15, Séville Espagnol, Rayo Vallecano Atlético de Madrid, 17h30 Eibar Sporting Gijón et à 19h30 Barcelone leader avec Betis Séville, donc 11e au classement. Ce match sera le 500e match de Lionel Messi, toutes compétitions confondues, avec l'FC Barcelone, auteur de 424 buts en 499 rencontres. L'Argentin de 28 ans peut espérer un jour battre le record de l'emblématique Xavi avec 767 matchs qui a quitté le Barça au printemps. Voilà, Rougetouba, c'était là l'essentiel du sport et en vous souhaitant par anticipation une excellente année. Bonne année à vous, Abidjalo, merci. Rétrospective 2015. Le journal parlé de Radio Sénégal vous replonge dans les événements phares et déclarations choc de l'année 2015. Politique, économie, société, éducation, santé, sport, international et autres. Retour sur 365 jours d'actualité. Ce sera du lundi 28 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016 dans toutes nos éditions. Rediffusion le 2 janvier 2016 à 12h et 13h. Le résumé de l'actualité dans les régions à suivre le 31 décembre à 18h et 19h. Rediffusion le 2 janvier 2016 à 18h et 19h. Rétrospective 2015 sur Radio Sénégal, c'est comme si l'année nous était recomptée. Rétrospective 2015, la suite de la série c'est tout de suite avec les faits marquants dans le domaine de l'environnement. L'on retient le vote de la loi interdisant les sachets plastiques de faible micronage, le retrait de la gestion des ordures à l'entente Kadakar et la participation du Sénégal à la COP21 à Paris. La rétro-environnement est présentée par François-Xavier. Bienvenue. Au Sénégal, l'année 2015 a été marquée dans le domaine de l'environnement par le vote de la loi interdisant les sachets plastiques et ce qu'il est convenu d'appeler la guerre des ordures. En effet, la gestion des ordures a été retirée à l'entente Kadakar et confiée à l'UCG, l'unité de coordination et de gestion, mais c'est surtout l'adoption du premier accord climat lors de la 21e conférence des partis sur le climat à Paris du 27 novembre au 12 décembre qui a le plus retenu l'attention. En effet, les 196 États signataires ont lors de ce sommet historique unanimement adopté le texte qui entre autres devrait maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius. Elisabeth Agnessar. Comme un cadeau de fin d'année, les 196 États signataires de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques adoptent le 12 décembre l'accord de Paris. Il s'agit d'un document de 17 pages précédé de 17 autres appelées décisions de la COP21 qui précisent certains points de l'accord ainsi que l'action à mener avant 2020. Un accord ambitieux, juste, équitable et durable pour reprendre les propos du président de la COP21, en l'occurrence le ministre Laurent Fabius, qui annonçait au soir de ce samedi que cet accord
obtenu après 15 jours d'âpres négociations et le fruit d'un large consensus entre pays riches ou pauvres. Paris 2015 entre ainsi dans l'histoire avec ce premier accord universel sur le climat qui confirme l'objectif de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 voire 1,5 degrés. Pour cela, l'accord de Paris prévoit entre autres une revue tous les 5 ans des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et la mobilisation de 100 milliards de dollars au titre de l'adaptation et de l'atténuation aux impacts des changements climatiques. Mais après l'échec cuisant de Copenhague, la COP21 a couché d'un accord unanime salué, même si le texte fait l'impasse sur plusieurs points comme le calendrier des baisses globales d'émissions de gaz à effet de serre, la feuille de route pour abandonner les fossiles, la place des énergies renouvelables, le coût du carbone ou encore les dispositions pour contenir les effets des transports aériens et maritimes. Pendant ce temps, ici au Sénégal, ce qu'il est convenu d'appeler la guerre des ordures fait rage. En effet, le 26 octobre 2015, le chef de l'État signe un décret qui retire la gestion des ordures à l'entente Kadaka pour la confier à l'unité de coordination et de gestion des déchets UCG pour insatisfaction de la gestion des déchets dans notre pays. Une décision qui fait grincer des dents puisque le maire de Dakar va attaquer le décret devant la Cour suprême, arguant pour cela qu'une simple déclaration de lieu, en l'occurrence ceux de la CAR, ne saurait dissoudre une institution créée par décret. Quoi qu'il en soit, les travailleurs du nettoiement vont dénoncer une politisation du secteur et l'instabilité dans la gestion des ordures. Du côté de l'Assemblée nationale, les députés adoptent le 21 avril la loi interdisant les sachets plastiques dont le micronage est inférieur à 30. Avec cette mesure qui doit entrer en vigueur début 2016, le Sénégal rejoint beaucoup de ses voisins qui ont déjà interdit la production, l'utilisation et la distribution des sachets plastiques. L'érosion côtière aussi cause beaucoup de dégâts. C'est pourquoi les acteurs du littoral vont jeter en 2015 les bases de l'Observatoire sur le littoral pour compléter le projet de loi sur le littoral. Actuellement dans le circuit, c'est que le littoral sera très éprouvé cette année 2015. Il sera plusieurs fois en proie à la furie des vagues qui de Saint-Louis à Dakar jusqu'au vers Djogé en Casamance vont emporter maisons et pirogues et plonger des centaines de familles dans le désarroi. À la fin de la conférence de Paris, le samedi 12 décembre dernier, le président de la COP s'est adressé aux pays de la Convention climat, un discours émouvant dans lequel il les exhorte à adopter ce texte historique qui devrait rétablir un certain équilibre entre les pays qui émettent les gaz à effet de serre, les pays qui vivent les impacts des changements climatiques ou encore les petits États insulaires menacés de disparition. Je propose de réécouter le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Aujourd'hui vient donc pour nous tous le moment de vérité. Cet accord est nécessaire à la fois pour le monde entier et pour chacun de nos pays. Il aidera les États insulaires, par exemple du Pacifique et des Caraïbes, à se protéger de l'avancée des mers qui commencent à submerger leurs côtes. Il accélérera la mise à disposition de l'Afrique des moyens financiers et technologiques indispensables à son développement durable. Il appuiera les pays d'Amérique latine, notamment dans la préservation de leurs forêts. Il accompagnera les pays producteurs d'énergie fossile dans leurs efforts de diversification technologique et économique. Et il nous aidera tous à prendre le tournant d'un développement résilient, faiblement émetteur, fondé sur des modes de vie soutenables. Car au-delà des strictes questions climatiques, cet accord va servir les grandes causes que sont la sécurité et la production alimentaire, la santé publique, la lutte contre la pauvreté, les droits essentiels et en fin de compte la paix. Laurent Fabius, président de la COP et ministre français des Affaires étrangères. L'accord adopté à Paris le 12 décembre dernier est certes équilibré, mais n'a pas répondu à toutes les attentes. C'est l'analyse du vice-président de la COP, par ailleurs conseiller du Premier ministre pour l'environnement. Mais pour Cheikh Ndiaye Sylla, l'accord de Paris a le mérite d'avoir jeté les bases de Marrakech 2016, qui devrait se pencher sur la mise en œuvre. Le conseiller du Premier ministre commente aussi pour nous les autres faits saillants dans le domaine de l'environnement au Sénégal en 2015. Cheikh Ndiaye Sylla répond aux questions d'Elisabeth Agnessa. Monsieur Cheikh Ndiaye Sylla, vous êtes conseiller du Premier ministre chargé de l'environnement. L'un des faits saillants de l'actualité dans le domaine de l'environnement, c'est l'accord adopté le 12 décembre dernier à Paris par les 196 États signataires de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Est-ce que cet accord de Paris a répondu à toutes les attentes? L'accord n'a pas répondu à toutes les attentes, mais c'est un très bon début. Parce que si vous vous rappelez très bien, c'est
c'est depuis 2009 qu'on a eu un échec à Copenhague. Il y a eu un mandat à Durban en 2011. Et de 2011 jusqu'en 2015, le 12 décembre, il a fallu que tout le monde travaille dur et qu'il y ait beaucoup de compromis. Et le climat étant transversal dans tous les secteurs des économies des pays, donc il va sans dire que quand on s'engage à prendre des accords comme ça, il faut bien le regarder et c'est ce qui a fait que c'était un accord équilibré. Ce qui va rester maintenant, c'est de travailler à préparer jusqu'à Marrakech et au-delà sur surtout deux aspects pour la conformité. Parce que l'accord en tant que tel aujourd'hui n'est pas très contraignant. Il faut travailler sur les ambitions des pays développés surtout et appuyé par les pays en développement de manière volontaire pour réduire les gaz à effet de serre. L'autre point, c'est sur le financement. Dans l'accord, on a dit que le financement, il est volontaire et ouvert à toutes les parties. Il faut que les pays développés prennent le leadership de cet accord-là en matière de financement, qu'ils donnent les 100 milliards de dollars prévus chaque année à partir de 2020 et chaque année, et que les autres pays qui ont les moyens puissent suivre. Mais en tout état de cause, il faudrait qu'on puisse appuyer de manière très large les pays en développement, surtout les paiements et les petits États insulaires. Ici au Sénégal, M. Silla, on a adopté dans le courant de cette année une loi pour interdire la production, l'utilisation et la distribution des sachets plastiques dont le micronage est inférieur à 30. Qu'est-ce que cette loi va changer? C'est déjà dans l'environnement, sur le visible, parce que ce qui gêne le plus dans le plastique, en dehors de ces aspects physico-chimiques et d'avoir un impact sur les animaux et sur l'environnement, c'est la visibilité. Donc on le voit très volé, être sur les arbres, être partout présent dans l'environnement. Donc ça va changer, parce que ce sont les plastiques légers qui volent et sur lesquels la loi s'appesantit le plus. Donc ça ne touche pas les plastiques qui sont plus durs, plus robustes. Ces sachets-là, dans la loi aussi, vont être soumis à une vente. Donc ça veut dire que peut-être en les mettant en vente, les gens vont pouvoir les recycler, les retourner pour récupérer leur argent. Et cette loi aussi prévoit beaucoup de sanctions. Et il faudrait qu'on continue davantage à faire beaucoup de communication sur cette loi. L'autre problème, c'est la disponibilité des alternatives. Parce que quand on enlève un sachet qui servait à beaucoup sur l'emballage, par exemple, il faudrait aujourd'hui qu'on ait des alternatives, surtout sur du papier ou en tout cas d'autres alternatives. Et ça, sur le marché, ce n'est pas encore le cas. Et une dernière question, M. Silla, liée à ce que l'on a appelé ici au Sénégal la guerre des ordures. On a vu que la gestion a été retirée à l'entente Kadakar pour être confiée à l'UCG, une situation qui a suscité beaucoup de réactions. Mais est-ce que le format actuel participe à rendre ce secteur performant? La gestion des déchets, c'est de la technologie, c'est de la science. On a cherché au niveau du Sénégal à tout le temps le rendre très informel souvent, trop politisé des fois, et on a oublié l'aspect scientifique et l'aspect de gestion. Dans les pays organisés, la gestion des déchets, depuis la collecte jusqu'au tri, à la destruction, ça suit des règles très claires et des mesures, des normes. Ces normes-là, on les connaît au Sénégal, on les applique des fois, mais le mieux serait aujourd'hui de s'asseoir, d'avoir une vision très technique de la gestion des déchets, de créer les infrastructures qu'il faut et un mécanisme institutionnel très clair et qui va être pérenne. Monsieur Cheikh Ndiaye Silla, Radio Sénégal vous remercie. Je rappelle que vous êtes conseiller du Premier ministre chargé de l'environnement et que vous commentiez pour nous les faits saillants qui ont marqué l'environnement pour cette année 2015. C'était la rétro-environnement sur Radio Sénégal. À présent, la revue de presse est avec Aaron. L'affaire Lamine Diack, la suite est pas fin. Les masques Kriwal Fadjri continuent de tomber après cette affaire Lamine Diack, l'ancien président de l'I2AF. Le président Amadou Mahtar Mbow a confirmé hier le financement des assises nationales par Lamine Diack. Il admet dans les colonnes du quotidien que l'ancien président de l'athlétisme mondial a donné 10 000 €, soit 6 500 000 francs CFA pour le financement de ces assises nationales, tout en précisant cette fois-ci dans les colonnes du Populaire que cet argent n'avait rien à voir avec l'argent des Russes, puisque c'était en 2008, bien avant l'affaire du dopage. Seulement Amadou Mahtar Mbow, comme Pendambo évoque, souligne l'observateur, pour se tirer d'affaire la chronologie des faits. Tous les deux donc se limitent, selon mon confrère, dans leur tentative de se laver à grande eau à ces aveux de l'ancien patron de l'athlétisme mondial qui aurait reçu l'argent sale de la corruption pour financer
les ennemis entre guillemets de Wade en 2012. Mais en attendant, indique Mortal Gaye du journal, beaucoup de Sénégalais plaident pour que les organisateurs des assises nationales publient la liste de tous leurs financiers parce que la transparence le leur impose. Et puis cette autre affaire à la une de la presse, ce sont ces attaques contre-attaques entre Idriss Seck et le pouvoir de Macky Sall. Lui, il remet ça à Idriss Seck qui a présidé hier, selon le quotidien, la dernière session budgétaire du conseil départemental de Thiès. Une occasion pour le leader de Rewmi d'apporter un certain nombre de précisions, car pour lui en tout cas, il ne s'agit pas de critique, encore moins de la méchanceté, mais d'un constat. Idriss Seck reprend là ce quotidien qui a encore jeté un regard critique sur la situation politique et économique du Sénégal. Idriss Seck encore au rendez-vous, souligne le quotidien national qui jette un regard dans le rétroviseur. Tout ceci pour dire qu'il choisit ses temps de parole pour se prononcer sur la situation du pays. Et chaque fois, il s'illustre, écrit Maguette Ndong, par ses coups de boutoir à l'encontre du régime de Macky Sall, un rendez-vous qu'il n'a pas raté en 2015. Et puis le discours à la nation du chef de l'État à l'occasion du Nouvel An, ces questions sur lesquelles Macky Sall est attendu à la une de la presse. Oui, l'année touche à sa fin et plus qu'une simple formalité d'usage, il s'agira, notre Rewmi quotidien, de dresser un mini bilan de parcours et d'ouvrir des perspectives pour l'année à venir, parce que les attentes sont nombreuses, souligne pour sa part Walfadjri, avec cet espoir d'un lendemain meilleur. C'est dire, écrit Rewmi quotidien, que le président sait, il sait qu'il est attendu sur les questions névralgiques de l'heure, pour ne pas dire les défis majeurs auxquels il devra apporter des réponses à la mesure des attentes de ses concitoyens. 13h31, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Ndiassane célèbre ce soir le Gamou version baptême. La cité Khadr a déjà fait le plein de pèlerins, nous dit Cherfal qui est sur place. Le prix des hydrocarbures pourrait connaître une baisse en 2016, annonce du ministre des Finances en marge d'une rencontre avec le secteur privé sénégalais. Dans les échoppes et les marchés, commerçants et acheteurs constatent une pénurie de sachets plastiques. La loi interdisant les sachets plastiques de faible micronage entre en vigueur le 4 janvier prochain. Merci à l'équipe de ce 13h, coordination et réalisation Papa Malingdao, François-Xavier Tchaouchek-Tiania et André-Noël Tchandoum. Technique assurée par Amadou Diop et Amadou Ndiaye. Alindoy est au CDM. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.